Bienvenue sur la colombe de sagesse, histoire qui éveille. Ici, les mots ne se disent pas par hasard. Chaque histoire est une lumière posée sur votre chemin. Parce que la vie enseigne, la parole éclaire et la sagesse transforme. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Jonas. Un homme ordinaire. Pas de chance particulière. Pas de famille pour le soutenir. Pas de relation pour lui ouvrir des portes. Juste lui, sa dignité, et une flamme intérieure qu'il refusait d'éteindre. Si tu aimes la vidéo, abonne-toi. Laisse un like. Partage la vidéo afin de faire voyager la sagesse. Ensemble, faisons voyager la sagesse. Il existe des villages que les cartes oublient, des endroits sans panneaux à l'entrée, sans fontaine au centre, sans marché le dimanche matin. Des endroits où le temps semble s'être arrêté, non par magie, mais par abandon. C'est dans l'un de ces villages que Jonas vit le jour. Sa mère, Célestine, son père, Édouard. Deux silences qui s'aimaient. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas pauvres au sens des livres. Ils étaient de cette pauvreté-là, la vraie, celle qui n'a pas de nom dramatique, juste le silence d'un repas insuffisant. Jonas avait 7 ans quand la maladie frappa, d'abord son père, puis sa mère, comme si elle avait décidé de le suivre. En moins d'une année, Jonas se retrouva seul, à 7 ans, dans ce village que les cartes oublient. Il ne pleura pas tout de suite. Les enfants qui souffrent trop vite apprennent à retarder leurs larmes. Elles viennent plus tard, la nuit, quand personne ne regarde. À 9 ans, il ramassait du bois. À 10 ans, il gardait des chèvres. À 12 ans, il portait des charges sur les marchés et dormait dans des hangars vides. L'école, il y alla quelquefois, comme on rend visite à un endroit dont on sait qu'il ne vous appartient pas vraiment. Mais chaque soir, en fixant le ciel étoilé, Jonas se posait une question. Pas avec colère, avec une sincérité désarmante. Pourquoi moi ? Comme si la réponse pouvait venir, un jour, de quelque part. Jonas quitta le village à 16 ans, porté par un espoir vague, celui qu'ont tous les jeunes gens qui partent sans destination précise. L'espoir que là-bas, ailleurs, les choses seront différentes. Il arriva en ville avec rien. Pas d'argent, pas de famille, pas de nom connu. Juste 2 bras, une bonne santé, et cette flamme intérieure qu'on ne voit pas mais qu'on sent chez certaines personnes. Des chantiers, des sacs de ciment, des nuits sur une natte, dans une chambre minuscule avec une fenêtre qui donnait sur un mur. Du riz, des sardines en boîte, parfois rien. Il fixait le plafond et se demandait si demain serait différent. Demain ne l'était jamais vraiment. Il travailla 2 ans dans un maquis bruyant. Se levait à 5 heures. Rentrait à pied pour économiser le taxi. Sans manquer un seul jour. Le patron le licencia quand son neveu eut besoin d'un emploi. Il ne dit rien. Il récupéra ses affaires en silence, remercia même d'un signe de tête. La dignité, c'est aussi ça. Ne pas donner à celui qui vous blesse le spectacle de votre douleur. Certaines nuits, des voix dans sa tête lui disaient que peut-être il était maudit, que certains naissent pour souffrir. Il fermait les yeux, il respirait lentement, et il se répétait tout bas « Je ne volerai pas,
Je ne mentirai pas, je ne m'abandonnerai pas. C'était sa prière, sa seule prière. Un homme lui proposa une affaire, des marchandises dont on ne poserait pas trop de questions sur l'origine. La somme était belle. Jonas réfléchit une nuit entière. Le lendemain matin, il dit simplement « Non, merci ». L'homme éclata de rire. « Tu es stupide, Jonas ? La vie ne récompense pas les honnêtes gens ?» Jonas ne répondit pas. Il tourna les talons. Mais cette phrase resta, logée quelque part entre sa gorge et sa poitrine, comme une épine qu'on n'arrive pas à retirer. Est-ce que c'était vrai ? La vie ne récompense pas les honnêtes gens ? Il fit quelque chose de remarquable, sans même s'en rendre compte. Il continua à être lui-même. Parce que quelque chose au fond de lui savait que si l'on abandonne sa dignité pour survivre, c'est l'essentiel que l'on perd et que l'on ne retrouve jamais complètement. 40 ans, 42, 45, toujours seul, toujours debout, toujours cette flamme. C'est un homme du nom de Ndoki qui lui proposa le travail. Ndoki achetait des terrains abandonnés. Il les nettoyait. Il les revendait. Un homme pratique, dans un monde pratique. Et il avait besoin d'un travailleur fiable. Quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de discret. Quelqu'un lui avait parlé de Jonas. Le terrain se trouvait à la périphérie de la ville. Dans une zone que les habitants du coin appelaient la zone morte. Pas parce que des gens y mouraient, mais parce que rien n'y vivait vraiment. Des herbes hautes et jaunes, des ronces, des vieux pneus abandonnés, des bouteilles cassées, des morceaux de ferraille que le temps avait rongés. Le sol était dur comme de la pierre, craquelé par des années de soleil sans pluie. Les gens du voisinage évitaient cet endroit. On racontait des histoires à son sujet. Des histoires de malchance, d'esprits errants, de contrats fonciers qui tournaient mal. Superstition, sans doute. Mais les superstitions ont la vie dure dans les quartiers pauvres, là où l'inexplicable est souvent la seule explication disponible. Le terrain sentait la terre brûlée et le vieux métal. Même les insectes semblaient éviter cet endroit. Il régnait un silence étrange, épais, comme si le sol retenait quelque chose. Jonas arriva un lundi matin, à l'aube. Sa vieille pelle, ses gants troués, un bidon d'eau et une boîte de sardines. Il n'avait rien d'autre. Juste lui, le soleil, et ce terrain qu'il fallait dompter. Il commença par les herbes hautes, méthodiquement, rangée après rangée, comme on lit un livre. La chaleur monta très vite. À 9 heures, son dos était déjà trempé. À midi, ses bras tremblaient légèrement. Le 3e jour était le plus difficile. Il fallait creuser, briser ce sol dur, ingrat, qui refusait de s'ouvrir. La sueur lui brûlait les yeux. Ses paumes saignaient à travers les gants troués. Il pensait à rien, ou presque. Son corps avançait seul pendant que l'esprit flottait quelque part. C'est dans cet état qu'il entendit le bruit. Un bruit sourd,
métallique. Jonas s'arrêta. Il repositionna sa pelle. Le métal heurta à nouveau quelque chose, mais pas une pierre. Quelque chose de creux, de différent, comme si la terre dissimulait un espace vide en dessous. Il posa la pelle, s'agenouilla, commença à déblayer avec ses mains. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de lisse, de rouillé, un couvercle, une boîte. Jonas se releva, regarda autour de lui. Le terrain était désert. Un oiseau passa haut dans le ciel, indifférent. Il saisit la boîte à deux mains. Elle était lourde. Il la posa devant lui, hésita, puis força le couvercle rouillé. Des billets de banque, soigneusement pliés, protégés de l'humidité, pas quelques billets, une liasse épaisse, dense, comme on n'en voit que dans les films ou dans les rêves. Jonas ne bougea pas, ses mains ne tremblaient pas. Il regarda ses mains calleuses, ses ongles noirs de terre, puis le ciel au-dessus du terrain, ce ciel blanc et écrasant qu'il avait toujours regardé sans répondre. Les larmes vinrent d'abord doucement, puis plus fort. Il ne les retint pas. Il pleura, seul sur ce terrain maudit, à genoux dans la terre. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient les larmes que l'on ne pleure qu'une ou deux fois dans une vie, des larmes de délivrance, de grâce inattendue. Jonas ne sut pas si c'était Dieu, mais il sut que ce n'était pas le hasard. Il pensa à sa mère, à son visage fatigué, à ses mains qui travaillaient toujours. Est-ce qu'elle voyait cela, de là où elle était ? Est-ce que c'était elle qui avait guidé sa pelle vers cet endroit précis du sol ? Il pensa à son père et à ses soupirs, à cet homme qui avait voulu partir et n'était jamais parti. Et étrangement, il ne ressentit pas de colère, pas de pourquoi si tard, pas d'amertume, juste une paix étrange, comme si le retard avait eu un sens. Il ferma la boîte avec soin, la glissa dans son vieux sac, se releva, ses genoux étaient douloureux, son dos aussi, mais il marchait différemment. C'était la démarche d'un homme qui venait de recevoir une confirmation, que la vie n'avait pas fini de lui parler. Ce soir-là, Jonas ne mangea pas ses sardines en boîte. Il sortit, commanda un vrai repas, de la viande, de la sauce, du pain frais. Il mangea lentement, en fermant les yeux parfois. C'était un repas simple, mais c'était le plus beau repas de sa vie. Jonas fit ce qu'il avait toujours fait. Il réfléchit avant d'agir. Il fit évaluer les pièces anciennes, compta les billets plusieurs fois, observa le marché du quartier, ce qui manquait, ce qui se vendait, ce dont les gens avaient besoin. Il loua un petit espace dans une rue passante, 4 mètres sur 5, des étagères, un comptoir, des produits de première nécessité, un commerce simple, honnête, à son image. Le premier mois fut incertain, le deuxième meilleur. Le troisième, il vit des visages réguliers, ses premiers fidèles. Jonas leur parlait. Il retenait les prénoms. Il demandait comment allait la famille, car Jonas connaissait l'honnêteté. Il la reconnaissait dans les yeux des gens. Il donna du travail à une mère célibataire, puis à un jeune garçon de 18 ans que tout le monde appelait Espoir. Un garçon vif, curieux, qui avait arrêté l'école trop tôt.
Jonas lui enseigna les comptes, les clients, les stocks. Espoir apprit vite, très vite. Un soir, Espoir lui demanda « Comment tu as fait pour ne pas abandonner ?» Jonas regarda la rue un long moment, puis dit « La vie te regarde. Elle teste pour voir si tu vas tenir. Si tu tiens assez longtemps, parfois elle change d'avis sur toi. » Des années passèrent encore. Jonas n'était pas devenu riche au sens où le monde entend ce mot. Pas de grande maison, pas de voiture de luxe. Mais il avait quelque chose que beaucoup d'hommes qui ont tout cela ne possèdent jamais vraiment, la paix. Espoir, aujourd'hui, a son propre petit commerce. 3 rues plus loin, Jonas passe parfois devant, regarde par la vitrine et repart sans s'arrêter. Il sourit, c'est suffisant. Ceux qui le connaissaient depuis longtemps remarquaient quelque chose d'étrange chez Jonas. C'était visible dans sa façon de marcher, de regarder, d'écouter. C'était la sérénité de quelqu'un qui n'a plus peur. Parce qu'il avait traversé le pire et qu'il savait maintenant qu'il pouvait traverser beaucoup de choses. Un journaliste lui demanda s'il croyait en la chance. Jonas sourit. Un sourire lent, comme on allume une bougie dans une pièce sombre. Il répondit « Je crois en la patience. La chance, ça ressemble à la pluie. Tu ne peux pas la commander. Mais si tu attends sans partir, un jour elle tombe. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'en vont juste avant. » L'histoire de Jonas ne vous dit pas que la vie est juste. Elle ne vous promet rien. Elle vous dit simplement ceci, que quelque part, dans le silence de votre endurance, se prépare peut-être quelque chose que vous n'attendez plus. Continuez à travailler honnêtement. Continuez à refuser les raccourcis. Continuez à garder allumée cette petite flamme que personne ne voit, mais que vous sentez encore. Ne partez pas trop tôt. Votre boîte est peut-être à 30 cm sous vos pieds. Ce que Jonas a vécu, beaucoup parmi nous le vivent en ce moment même. Des années de silence, d'efforts invisibles, de larmes séchées dans l'ombre. Mais souvenez-vous, la terre qui cache un trésor ne le détruit pas. Elle le garde. Jonas a cherché sa place. Dans un monde qui ne lui en avait laissé aucune chance. Il a creusé la terre des autres. Et trouvé son propre trésor. Peut-être que toi aussi, tu creuses en ce moment. Dans une terre dure. Sous un soleil qui brûle. Sans savoir ce qui se cache en dessous. Continue. La terre garde les trésors. Pour ceux qui ne renoncent pas. La vie enseigne. La parole est claire. Et les histoires, les vraies, changent ceux qui les écoutent. La colombe de sagesse. Histoire qui éveille. Pour ceux qui ne renoncent pas. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous. Laissez un like. Et partagez-la. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui en a besoin sans le savoir. Ensemble, construisons une communauté où les mots servent à relever, à éclairer, à guérir. Une parole reçue, une vie changée. C'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. La vie enseigne. La parole est claire. La sagesse transforme. Et vous n'êtes pas ici par hasard. La colombe de sagesse, à la prochaine histoire.